Lorsque tu te retrouves dans l'endroit le plus secret et le plus reculé du monde, tu ne pourras plus jamais en repartir. Dans ce monde, il existe des endroits si éloignés et difficiles d'accès que très peu de gens peuvent s'y rendre. Et voyager vers de tels endroits exige une préparation rigoureuse et beaucoup de courage en raison de leur éloignement et de l'accès limité. C'est pourquoi, si tu viens ici, il est important de bien te préparer. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons parler des 10 endroits les plus difficiles à atteindre. Mais avant de commencer, pourrais-tu liker et t'abonner à cette vidéo? C'est d'une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Alors, commençons. Numéro 1. Île Nord Sentinel, Inde. L'île Nord Sentinel est une petite île dans le golfe du Bengale qui fait partie des îles Andaman et Nicobar en Inde. Elle a une superficie de 60 km², c'est presque aussi grand qu'une petite ville. Entouré d'une dense forêt et de récifs coralliens, il est donc difficile de s'en approcher. C'est pour cette raison que c'est l'un des endroits les plus isolés et inaccessibles au monde. Là vit la tribu des Sentinelles. Ils sont une tribu très ancienne qui n'a jamais eu de contact avec le monde moderne. Leur mode de vie n'a pas changé depuis des milliers d'années. Ils ne font ni agriculture ni élevage. Ce qu'ils font, c'est chasser des animaux, pêcher et cueillir des fruits ou des plantes dans la forêt pour survivre. Ils utilisent de petites embarcations, mais ils ne s'aventurent pas loin dans les parties profondes de la mer. Mais personne ne connaît le nombre exact de sentinelles. Mais on estime que leur population se situe entre 50 et 200 personnes. Leur langue n'est pas non plus comprise, car aucun étranger n'a jamais parlé avec eux longtemps. Même les tribus voisines des îles Andaman ne comprennent pas non plus leur langue, ce qui signifie qu'ils sont séparés des autres groupes humains depuis longtemps. Ils n'aiment pas les étrangers ou les visiteurs sur leur île. Ils repoussent quiconque approche avec arc et lance. En 1974, un groupe de la National Geographic s'est rendu sur l'île pour les étudier. Ils ont apporté des cadeaux comme des jouets, des noix de coco et des ustensiles de cuisine pour montrer leurs bonnes intentions. Mais au lieu d'être amicaux, les sentinelles leur ont tiré des flèches et le directeur du groupe a été touché à la cuisse. De plus, en 2000, 6 pêcheurs indiens ont échoué sur l'île après que leur bateau ait été endommagé. Ils ont été tués et, quand d'autres ont tenté de récupérer leurs corps, les équipes de secours ont aussi été attaquées à l'arc, si bien que les corps n'ont jamais été récupérés. Numéro 2, Tristan da Cunha, Océan Atlantique Sud. Tristan da Cunha est une petite île dans l'Atlantique Sud. C'est l'un des lieux les plus isolés et difficiles d'accès au monde. Elle se trouve à 2800 km de l'Afrique du Sud et à 3700 km de l'Amérique du Sud. Il n'y a pas d'aéroport sur l'île en raison de son éloignement. La seule façon d'y arriver est par bateau depuis l'Afrique du Sud. Le voyage prend du temps. Par ailleurs, l'île fait 98 km². Elle possède un terrain montagneux et un volcan appelé Pic de la Reine Marie. Le volcan a une hauteur de 2062 mètres. Tristan da Cunha comprend 3 petites îles. L'île Inaccessible, l'île Nightingale et l'île Gulf. Parmi ces 4, seul Tristan da Cunha est habité. L'île Gulf est utilisée pour la recherche sur le climat et la nature. Pendant ce temps, Édimbourg des 7 mers est le seul village de l'île. Il y a 238 personnes qui y vivent. La plupart d'entre eux ont la citoyenneté britannique, car l'île fait partie du Royaume-Uni. Pas de réseau mobile sur l'île, mais téléphone et Internet par satellite disponibles. Mais en 2024, ils ont eu l'Internet Starlink. Donc il leur est devenu plus facile de communiquer avec l'étranger. Ils n'ont pas de grands magasins, d'hôpitaux ou d'universités. Les enfants étudient dans une petite école. Quand ils grandissent, ils doivent quitter l'île pour poursuivre leurs études. De même, le climat de l'île est doux mais pluvieux. La température moyenne est de 15 degrés Celsius, rarement 25 degrés Celsius. Le vent est fort et le ciel nuageux. Et comme l'île est éloignée des autres terres, il y a de nombreux animaux et plantes que l'on ne trouve qu'ici. L'île Inaccessible et l'île Gulf ont été reconnues par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture comme sites du patrimoine mondial en raison de leur faune unique. De nombreux oiseaux, poissons et animaux marins vivent ici. 3. Pointe Nemo,
océan Pacifique Sud. Le Point Nemo est l'endroit en mer le plus éloigné de toute Terre. Il se trouve dans le Pacifique Sud, à une latitude sud et une longitude ouest. Les îles les plus proches sont l'île du C au nord, Motunui au nord-est et l'île Maher au sud. Chacune de ces îles se trouve à une distance de 2688 km du Point Nemo. C'est pour cette raison que c'est l'un des endroits les plus difficiles d'accès et les plus isolés au monde. De plus, le nom Nemo vient du latin, ce qui signifie « personne » ou « sainte personne ». Le nom est également inspiré du capitaine Nemo, un personnage du roman « 20 000 lieues sous les mers » de Jules Verne. Le Point Nemo a été découvert en 1992 par un ingénieur croato-canadien nommé Hrvoje Lukatela. En utilisant un ordinateur et la technologie système de positionnement global, il a déterminé que c'est l'endroit le plus éloigné de toute Terre sur Terre. En raison de leur isolement extrême, les astronautes à bord de la Station spatiale internationale peuvent parfois être plus proches entre eux que toute personne sur Terre. La Station spatiale internationale se trouve à 400 km de la Terre, alors que la personne la plus proche du Point Nemo se trouve généralement à des centaines de kilomètres de distance. La plupart du temps, seuls les marins ou les voyageurs en mer passent par ici. En lien avec cela, le Point Nemo fait partie du South Pacific Gar, une vaste zone de l'océan où il n'y a presque pas de courant marin. À cause de cela, il y a peu de nutriments dans l'eau, donc il y a aussi peu de poissons et d'autres animaux marins sous la mer. On parle de désert biologique, une zone marine presque dépourvue de vie. En raison de ces caractéristiques, il sert aussi de cimetière spatial ou de décharge pour satellites et vaisseaux spatiaux. C'est ici que l'on fait souvent tomber les vieux satellites et stations spatiales afin qu'ils ne causent pas de dommages. Pour les humains, un exemple célèbre est la station spatiale russe Mir, délibérément détruite ici en 2001. Numéro 4, Oymyakon, Russie. Oymyakon est une petite ville de la République de Sakha. Elle est entourée de montagnes et éloignée des autres villes. Elle est connue comme l'un des endroits les plus froids au monde où vivent des habitants. À cause du froid extrême, c'est aussi un des lieux les plus difficiles d'accès. Le nom d'Oymyakon vient du mot Iben, une langue autochtone de Sibérie. Cela peut avoir deux sens. Le premier est « partie qui ne gèle pas », parce qu'il y a des rivières ici qui ne gèlent pas même en hiver. L'autre désigne un lac gelé par le froid extrême présent toute l'année. Le climat y est glacial. Le 6 février 1933, la température la plus basse enregistrée était de moins 67,7 degrés Celsius, l'une des plus froides de l'histoire. En hiver, il est normal que la température chute entre moins 50 degrés Celsius et moins 60 degrés Celsius. Le sol ici est du pergélisol ou toujours gelé, c'est pourquoi presque aucune plante ne pousse. En été, parfois, il fait chaud. Le 28 juillet 2010, la température la plus élevée enregistrée ici était de 34,6 degrés Celsius. Cela signifie qu'il y a un très grand changement de température, passant d'un froid extrême à une chaleur intense pendant certains jours d'été. Mais malgré le froid, il y a des gens qui vivent ici. Autrefois, les bergers de Rennes ne faisaient que traverser cet endroit pour nourrir leurs animaux. Par la suite, des familles se sont installées ici et ont créé une petite communauté. Mais à cause du climat, ils ne pouvaient pas cultiver de légumes ni de riz. Leur alimentation était principalement de viande et de poisson. Ils mangeaient souvent du poisson cru, de la viande de bœuf, de cheval ou de renne, car cela ne se gâtait pas facilement à cause du froid. Beaucoup de choses sont aussi difficiles à faire ici. Les toilettes sont à l'extérieur de la maison parce que les tuyaux d'eau gèlent. Les voitures doivent toujours rester allumées, car si on éteint le moteur, elles ne redémarreront plus. Les écoles ferment lorsque la température descend à moins 55 degrés Celsius, car cela devient dangereux pour les enfants. Numéro 5, Parc national Kootenay-Park, Canada. Le parc national Kootenay-Park est un endroit très isolé, situé à l'extrême nord de l'île Ellesmere, au Nunavut, au Canada. En langue inuktitut, Kootenay-Park signifie « terre au sommet du monde ». C'est l'une des parties du Canada les plus proches du pôle Nord et le deuxième plus grand parc national du pays. Il couvre une superficie de 37 775 km² et a reçu son nom officiel de parc national en 2000.
En raison de son emplacement extrêmement éloigné, c'est l'un des endroits les plus isolés au monde. Le paysage du parc est unique et presque intact par l'homme. Il y a de nombreux grands glaciers, de hautes montagnes et de vastes déserts de glace. Il n'y a presque pas d'arbres ni de grandes plantes à cause du froid. Survivre ici était difficile à cause du froid extrême et du manque de pluie. En hiver, il n'y a pas de soleil pendant plusieurs mois, tandis qu'en été, il fait jour 24 heures sur 24 et le soleil ne se couche pas pendant plusieurs mois. Même s'il fait très froid ici, il y a encore quelques animaux qui peuvent survivre dans de telles conditions. On y observe mouflons musqués, caribous, loups et lièvres arctiques. Il y a aussi des oiseaux qui migrent envers le parc pendant l'été, comme les faucons gerfaux, les labes à longue queue et les pluviers semi-palmés. En raison de l'épaisseur de la glace, très peu de plantes poussent ici. Cela inclut les lichens, le saule arctique et de petites herbes, capables de survivre au froid extrême. Cependant, l'histoire humaine au Kootenay-Park est presque inexistante. Il y fait si froid que survivre est difficile, donc peu ont essayé d'y vivre. Mais il existe des preuves qu'il y a des milliers d'années, des peuples anciens comme les Pré-Dorset, Dorset et Thulé ont déjà visité cet endroit. On a découvert des cercles de tentes et des caches de nourriture qui montrent que l'endroit a été utilisé comme abri temporaire. De même, il est très difficile d'accéder au parc national Kootenay-Park. Il n'y a pas de route, pas d'hôtel et aucun habitant permanent ici. La seule façon d'y arriver est par avion depuis Resolute Bay, une petite communauté du nord du Canada. Numéro 6, Svalbard, Norvège. Le Svalbard est un groupe d'îles dans l'océan Arctique, tout près du pôle Nord. C'est en Norvège, mais éloigné du continent. C'est l'un des endroits les plus isolés et difficiles d'accès au monde à cause du froid extrême et de la glace intense. Le Svalbard se trouve dans la partie nord de la Norvège, à environ 930 km du continent. Sa superficie en côte ciel, il couvre 61 000 km², ce qui est presque aussi grand que toute l'île de Luçon. Il est composé de nombreuses îles, mais la plus grande est Spitsbergen, où se trouve Longyearbyen, la plus grande ville de l'archipel. Pendant ce temps, il y a deux saisons particulières ici, la nuit polaire et le soleil de minuit. La nuit polaire dure d'octobre à février, période pendant laquelle le soleil ne se lève pas et il fait sombre toute la journée. Quant au soleil de minuit, il dure d'avril à août, période pendant laquelle le soleil ne se couche pas. Donc même au beau milieu de la nuit, il fait encore clair. En raison de ce climat, il est difficile de cultiver et de réaliser d'autres activités courantes pratiquées ailleurs. De même, il n'y a que peu de personnes qui y vivent, avec une population d'environ 2500 habitants seulement. La plupart sont des Norvégiens, mais il y a aussi des Russes dans une petite ville appelée Barentsburg. Il n'y a pas de résident permanent ici, ce qui signifie qu'aucune personne n'y est née et n'y a grandi. L'accouchement est interdit à Svalbard, faute d'hôpital adapté aux femmes enceintes. C'est pourquoi elles doivent se rendre en Norvège pour y accoucher. De plus, à cause du froid, il y a très peu d'animaux ici. Mais il y a beaucoup d'ours polaires, donc il est dangereux de sortir sans armes ou protection. Il y a aussi le renard arctique, un petit animal qui ressemble à un loup, le renne du Svalbard qui était plus petit que le cerf ordinaire, et différentes espèces d'oiseaux. En mer, on peut voir des baleines, des phoques et des morses. Et en raison de la stricte protection de la nature, les chats sont interdits à Svalbard afin qu'ils ne mangent pas les oiseaux. En fait, Longyearbyen est la plus grande ville ici. Numéro 7, péninsule du Cap York, Australie. La péninsule du Cap York est une grande étendue de terre située à l'extrême nord du Queensland, en Australie. C'est l'un des endroits les plus isolés et les plus difficiles d'accès au monde. Elle est bordée par le golfe de Carpentarie à l'ouest et la mer de Corail à l'est. La partie la plus extrême s'appelle Cap York, qui est la partie la plus au nord de la terre principale de l'Australie. En raison de son éloignement, il y a aussi peu d'habitants. L'accès y est aussi difficile, surtout en saison des pluies. La terre y est vaste et généralement plate. Il y a aussi quelques montagnes basses comme la chaîne McIlwraith, qui culmine à 800 mètres Scaw. En fait, il y a deux saisons principales ici. La saison des pluies va de novembre à avril, la saison sèche de mai à octobre. Pendant la saison des pluies, les inondations compliquent davantage les déplacements. La température habituelle ici varie de 18 degrés Celsius à 27 degrés Celsius selon l'altitude du lieu.
En relation avec cela, l'une des meilleures caractéristiques de la péninsule du Cap York est sa richesse naturelle. Il y a plus de 3300 espèces de plantes, et 260 d'entre elles ne se trouvent que ici. De nombreuses parties de la Terre sont couvertes de forêts, de prairies et de zones humides. Il y a aussi une forêt de mangroves le long du littoral qui sert d'habitat à de nombreux animaux. Il y a aussi des mangroves et de nombreux animaux uniques à cet endroit, comme le perroquet à épaulettes dorées, la caille à poitrine fauve et la jolie fée. On trouve aussi divers reptiles, tels que le python à tête noire, le varan à dentelle et le lézard à collerette. En plus de cela, on y trouve également 60% des papillons de toute l'Australie. Cela inclut les grands papillons ornithoptères du Cap York. Mais bien avant l'arrivée des Européens, la péninsule du Cap York était déjà habitée depuis longtemps. Les aborigènes sont les premiers habitants de l'Australie. Ils ont leur propre culture et leurs propres traditions qu'ils préservent encore aujourd'hui. Le premier Européen à être arrivé ici était William Johnson, un navigateur néerlandais. En 1606, il fut le premier étranger à poser le pied sur l'Australie. Numéro 8, Itokortormit, Groenland. Itokortormit est une petite ville isolée située dans la partie orientale du Groenland. C'est l'un des lieux les plus isolés et difficiles d'accès au monde. Elle a été fondée en 1925 par l'explorateur Einar Mikkelsen, accompagné d'environ 80 colons inuits venus de différentes régions du Groenland. Son nom signifie « les gens de la grande maison » dans la langue locale. En raison de son emplacement isolé et du froid extrême, très peu de personnes y vivent. Pendant ce temps, Itokortormit se trouve dans la partie nord du fjord Kangertittibak, près de la mer du Groenland. Elle est entourée par Scoresby Sand, le plus grand système de fjords du monde, et par le parc national du nord-est du Groenland, le plus grand parc national du monde. C'est pourquoi de nombreux animaux peuvent être observés ici, comme l'ours polaire, le bœuf musqué et le phoque. Ces animaux sont aussi essentiels pour la vie locale. De même, en 2020, environ 345 personnes vivaient à Itokortormit. La population a diminué progressivement à cause du manque d'emploi et d'écoles. Beaucoup de jeunes déménagent également dans d'autres villes du Groenland ou en Islande pour chercher de meilleures opportunités. Comme il y a peu de gens, il est aussi difficile de trouver un hôpital, une école et d'autres services essentiels. En fait, le climat ici est très froid. La température moyenne atteint moins 5 degrés Celsius, ce qui en fait l'un des endroits habités les plus froids. La mer est couverte de glace presque toute l'année, ce qui rend les déplacements vers et depuis la ville difficiles. La mer gèle généralement pendant 9 mois par an, ce qui rend l'approvisionnement de la ville difficile. Malgré cela, un grand problème dans la région est le changement climatique. En raison du réchauffement climatique, la glace sur la mer s'amincit et fond plus tôt. Cela devient difficile pour les ours polaires car ils ont besoin de la glace pour chasser. Comme ils ne trouvent pas de nourriture, ils se retrouvent souvent en ville et deviennent une menace pour les habitants. Et en 2015, le World Wide Fund for Nature a créé la patrouille des ours polaires pour protéger les gens et éviter que les ours polaires ne soient tués. Numéro 9. Barrow, Alaska, États-Unis. Utqiagvik, anciennement connue sous le nom de Barrow, est la ville la plus au nord des États-Unis. Elle est en Alaska, près de l'océan Arctique. En raison de son emplacement, c'est l'un des endroits les plus isolés et les plus difficiles d'accès au monde. Il n'y a pas de route reliant cette ville au reste de l'Alaska. Ainsi, le seul moyen d'y accéder est par avion ou par bateau. Le climat à Utqiagvik reste extrêmement froid toute l'année. En hiver, la température descend à moins 30 degrés Celsius, voire encore plus bas. Le vent fort accentue la sensation de froid. Cette ville connaît aussi des phénomènes particuliers appelés la nuit polaire et le soleil de minuit. Chaque mois de novembre, le soleil se couche et ne se lève plus pendant 65 jours. C'est la nuit polaire où il fait sombre en continu pendant 2 mois. D'un autre côté, de mai à août, le soleil ne se couche pas pendant près de 81 jours. C'est ce qu'on appelle le soleil de minuit, ce qui signifie qu'il y a du soleil toute la nuit. Mais malgré les conditions extrêmes, environ 4500 personnes vivent à Utqiagvik. La majorité sont des Inupiats, une tribu autochtone d'Alaska.
Leur subsistance est centrée sur la chasse et la pêche. La chasse à la baleine, aux phoques et aux poissons est également très importante pour eux, car c'est leur principale activité. C'est leur nourriture. Et même si la ville est éloignée, elle dispose d'une école, d'un hôpital et d'autres infrastructures. Son emplacement rend difficile l'apport de nourriture, médicaments et autres fournitures. À cause de cela, les prix des produits d'Antebisi sont plus élevés que dans d'autres parties des États-Unis. En plus de cela, Utqiagvik est également recouvert de pergélisol ou de glace sous la terre qui ne fond pas même en été. À cause de cela, les maisons et les bâtiments sont construits dans la ville, sur des pilotis ou poteaux surélevés. On fait cela pour éviter que le pergélisol ne fonde, car s'il fond, le sol pourrait s'effondrer et les maisons pourraient être endommagées. Comme il n'y a pas de routes reliées aux autres villes, toute la nourriture et les fournitures sont transportées par avion ou par bateau. Numéro 10, La Rinconada, Pérou. La Rinconada est une petite ville au Pérou. Elle est située à 5100 mètres d'altitude, c'est donc l'endroit habité le plus élevé du monde. À cause de l'altitude, il est difficile de respirer et on se fatigue vite. L'air est rare, donc beaucoup de gens ont des vertiges et souffrent de maux de tête. L'altitude rend le climat froid avec de la glace partout et aucune végétation ni arbre, parce que les plantes ne peuvent pas survivre dans un froid aussi intense. Il reste difficile d'accéder à La Rinconada faute de routes adéquates. Le voyage pour venir ici est dangereux à cause des routes escarpées et de la glace glissante. Les glissements de terrain et éboulements de terre sont aussi fréquents. Il n'y a pas d'aéroport ni de train ici, donc la seule façon d'arriver est de prendre un camion ou de marcher sur une longue distance. À cause de l'altitude très élevée, beaucoup de gens souffrent du mal des montagnes. Ces symptômes sont graves. Maux de tête intenses, vertiges, difficultés à respirer et parfois des vomissements. De même, presque tous les habitants de La Rinconada travaillent dans l'extraction de l'or. Mais le système de travail ici c'est particulier. On appelle cela le cachorreo, où les mineurs travaillent sans salaire pendant 30 jours. Le 31e jour, ils ont la possibilité de prendre des pierres de la mine en espérant qu'elles contiennent de l'or. Ils n'ont aucune garantie de gagner de l'argent ou non. Ainsi, leur avenir dépend de la chance. Comme beaucoup de gens cherchent de l'or, la population de La Rinconada ne cesse d'augmenter. Autrefois, il n'y avait qu'environ 12 000 habitants, mais aujourd'hui, on estime qu'il y en a entre 30 000 et 50 000. En plus de cela, la vie à La Rinconada est difficile car il n'y a pas d'eau potable, pas d'électricité et pas de toilettes décentes. Il n'y a pas d'hôpital, donc en cas de maladie, il faut descendre de la montagne pour se soigner. À cause de l'exploitation minière, de nombreux produits chimiques comme le mercure se répandent dans l'air et dans l'eau. Le mercure est un poison qui nuit à la santé. Beaucoup de gens tombent malades à cause de l'eau et de l'air pollués.